Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de choisir BC Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette session d'information dont voici les sommaires. Il s'est conclu dimanche 19 février 2023 à Addis Abeba, en Éthiopie, le 36e sommet de l'Union africaine qui a réuni les dirigeants africains dans l'objectif d'accélérer la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. À l'occasion du 17e anniversaire de la Constitution congolaise, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a animé une conférence le week-end dernier à l'université de Kinshasa. Déclarée depuis le 26 novembre 2007 par l'Assemblée générale, la Journée mondiale de la justice sociale est célébrée le 20 février de chaque année en vue de l'élimination de la pauvreté et du chômage, du renforcement de la justice et de la démocratie. Encore une fois, bienvenue dans cette session d'information. Il s'est conclu dimanche 19 février 2023 à Addis Abeba en Éthiopie, le 36e sommet de l'Union africaine qui a réuni les dirigeants africains dans l'objectif d'accélérer la mise en place de la zone de libre-échange continentale et africaine. Parmi les sujets des discussions étaient également la sécurité, paix, économie et la suspension des 4 pays dirigés par des militaires présents à ces sommets. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a ramené au pays des gants diplomatiques présidentiels. La 36e session de l'Assemblée générale de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a été ouverte ce samedi dans un contexte particulier marqué par le 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Union africaine et les 20 ans de l'Union africaine. Dans leurs différentes allocutions d'ouverture, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres et tous les autres intervenants ont rendu hommage au père fondateur de cette institution panafricaine. Moussa Faki Mahamat a fait part de son profond regret de constater qu'en 60 ans, l'Afrique n'a pas pris son envol. Le continent est miné par des crises sécuritaires qui empêchent son développement malgré ses nombreuses richesses. À ce sujet, et prenant l'exemple de la République démocratique du Congo, le président sortant Macky Sall a salué la décision prise par les chefs d'État à travers les conseils de paix et sécurité en vue de ramener la paix à l'est de la RDC. En effet, les communiqués finaux de la CPS a enjoint les M23 et tous les autres mouvements terroristes de cesser immédiatement les hostilités et qu'ils se retirent sans condition de l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de cette journée inaugurale, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a été investi à la présidente tournante de l'Union africaine pour cette année. Son bureau est constitué des présidents Masisi du Botswana, Évariste Ndayishimiye du Burundi et le poste de premier vice-président attribué à l'Afrique du Nord fait encore l'objet des tractations. Le président sortant Macky Sall, lui, assure le poste de rapporteur. Très actif dans la diplomatie secrète, le président Félix Antoine Tshisekedi a réussi à faire élire Dr Jean Kasseya à la tête de CDC, le Centre africain de surveillance et de prévention des maladies. Comme je l'ai annoncé au sommaire, à l'occasion du 17e anniversaire de la Constitution congolaise, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a animé une conférence le week-end dernier à l'université de Kinshasa. Au cours de cette conférence, le professeur André Mbata a déclaré que cette Constitution est la meilleure que le pays a eu. Images et commentaires. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, a animé le week-end dernier à l'université de Kinshasa une conférence de presse pour célébrer le 17e anniversaire de la Constitution congolaise du 18 février 2006. Du 18 février 2006 au 18 février 2023, 17 ans après, l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique
commémore le 17e anniversaire de la loi fondamentale congolaise sous le thème Constitution, justice et élection. La Constitution congolaise a été élaborée dans un contexte politique particulier. 17 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette Constitution? S'interroge d'emblée les doyens de la faculté de droit, le professeur Jean-Louis Sambo. André Mbata Mangou Betou Koumessou, premier vice-président de l'Assemblée nationale et professeur ordinaire du droit constitutionnel, s'est exprimé en ce terme. Notre pays a connu depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960. Notez qu'André Mbata a poursuivi son propos en affirmant que sans la Constitution, pas de droit du citoyen, pas de presse libre et indépendante, pas d'élections libres, démocratiques et transparentes, pas de justice, pas d'État de la République démocratique du Congo. Autant de raisons qui poussent l'IDGPA à célébrer la Constitution. Et celle du 18 février 2006 mérite d'être célébrée car elle a permis de rompre le cycle des pèlerins constitutionnels que le pays a expérimenté depuis mai 1960. On est passé de la loi fondamentale, la Constitution du 1er août 1964 de Lulabourg, transitant par la Constitution du 24 juin 1967, la Conférence nationale souveraine, ainsi de suite. Vous l'avez reconnu, c'était la voix de Josué Kalamba. Parlons de la CENI, Pascal Lupemba, membre de l'Assemblée plénière de la centrale électorale, a été témoin dans le Bazuélé le week-end dernier du lancement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette province. Après avoir fait les tours des quelques centres, Pascal Lupemba s'est dit confiant pour la suite. On l'écoute. Les impressions sont, moi je dirais, très bonnes. Parce que les inquiétudes que nous avons rencontrées dans la première ère opérationnelle, au niveau de la troisième, nous n'avons pas les mêmes constats. Nous venons de visiter pratiquement les 12 centres d'enrôlement de la ville de Bouta. Mais nous nous sommes rendus compte qu'apparemment il n'y a pas de panne pénalisantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pannes qui ont bloqué le déroulement. Des petites pannes, certes, mais les techniciens que nous avons trouvés sur le terrain, ils font face et l'évolution est bonne. Tous les centres que nous avons visités sont opérationnels, les machines sont opérationnelles et pour nous, ça augure les lendemains meilleurs. Voilà. Okay. Au vu de ce que j'ai vu au niveau de la ville de Bouta, je suis convaincu que dans la troisième ère opérationnelle, nous allons réussir. La recrudescence du phénomène Kuluna dans la ville-province de Kinshasa et ses banditismes urbains touchent plusieurs quartiers populaires de la capitale congolaise. Chaque jour, des bandes de jeunes délinquants drogués munis de machettes agressent et extorquent de paisibles citoyens. Comment mettre fin à ces phénomènes dans la ville-province de Kinshasa? Maître Manuel Kuyungana, avocat au barreau du Kwilu, donne deux pistes, des solutions dans ce duplex réalisé par la rédaction de BC Télévision. On l'écoute. Le phénomène Kuluna, ça c'est à classer d'abord parmi les différentes catégories d'infractions qui sont déjà prévues dans la loi, dans notre loi a tout prévu. Il faudra que l'État puisse renforcer notre police. Vous avez vu, il y a une époque où ce phénomène était presque en train de disparaître, à l'époque, je crois, du général Kanyama dans la ville-province de Kinshasa. C'est parce que il y avait de la rigueur dans la police. Donc, l'État n'a rien d'autre à faire que de renforcer les mesures de rigueur, les mesures de contrôle au sein de la police. L'État peut faire brièvement des mécanismes prévus par la loi pour pouvoir réprimer les infractions. C'est-à-dire mettre la main sur les individus et les déférer devant les instances judiciaires. Ce que l'État peut faire pour mettre fin à ce phénomène Kuluna, c'est de renforcer notre police. Donc, il faut que notre police suive des formations continues pour qu'elle devienne une police sérieuse, consciencieuse, qu'elle sache réellement son travail. Et c'est par là qu'on peut assister à la restauration, bien sûr,
de l'autorité de l'État. Quand la criminalité prend le dessus sur l'autorité de l'État, c'est comme ça que la population devient en insécurité. Donc, il faudra que l'État puisse restaurer son autorité en renforçant le service de la police. Je disais tantôt que vous avez vu à l'époque du général Kanyama, dans la ville de Kinshasa, ce phénomène était en voie pratiquement de disparaître. Pourquoi? Parce que il y avait une rigueur. Le général lui-même faisait le suivi comme il le faut, comme il le fallait, et la police était aussi consciente. Donc, il n'y avait pas à laisser aller. Voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Il faut savoir que la répression, la sanction pénale a plusieurs rôles. Parmi le rôle de la sanction pénale, il y a la répression d'abord elle-même, c'est-à-dire on sanctionne la personne qui a commis une infraction. Donc, en transférant les Koulouna à Kanyamaka, c'est une manière de les rééduquer et de les réinsérer dans la société. Vous voyez? Alors, ce n'est pas tous les Koulouna qui sont aujourd'hui nécessairement transférés à Kanyamaka, qui a été arrêté par l'État, mais il y a également ce dont je viens de parler ici. Donc, la police ici devait être renforcée en ce qui concerne la rigueur et le suivi de la population. Comme je l'ai annoncé au sommaire, déclaré depuis le 26 novembre 2007 par l'Assemblée générale, la Journée mondiale de la justice sociale est célébrée le 20 février de chaque année en vue de l'élimination de la pauvreté, du chômage, du renforcement de la justice et de la démocratie, de la participation et de la transparence qui sont autant d'axes du travail proposé par l'Assemblée générale. Suivez. Journée mondiale de la justice sociale initiée depuis le 26 novembre 2007 par l'Assemblée générale dans le but de reconnaître la nécessité de promouvoir et de mettre en valeur cette justice. La justice sociale est fondée sur l'égalité de droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres humains, sans discrimination, de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde. Cette journée nous rappelle qu'il est urgent de lutter contre la cupidité des entreprises et d'imposer aux riches la prise en compte du bien du plus grand nombre. Pour mettre en œuvre les programmes de changement positif, il est nécessaire de promouvoir les travail décents, de lutter contre la crise mondiale, de l'endettement, de réduire l'écart salarial entre hommes et femmes et d'augmenter les impôts des entreprises et de particuliers fortunés. Notons que lors du sommet mondial des Nations Unies pour le développement social tenu à Danemark en 1995, le Canada et les 117 autres pays ont promis de contribuer à la justice sociale en s'engageant à réduire la pauvreté dans le monde. Restons dans le même chapitre. À marge de la Journée mondiale de la justice sociale célébrée le 20 février de chaque année, la rédaction de BC Télévision a joint au téléphone Pascal Tshisekedi, coordonnateur d'ANASBEL, qui s'occupe de l'encadrement des jeunes désœuvrés appelés Centre de promotion sociale de Renouveau. Il demande à la population congolaise de choisir leur dirigeant avec sagesse pendant les élections. On l'écoute. La justice, quand ça touche les hommes, dans des ramifications, ça doit aller aussi jusque sur les femmes et même sur les enfants. Quand il y a des gens, par exemple, qui condamnent les travaux pour les enfants, les travaux que font les femmes, tout ça, ce sont les répercussions de l'injustice sociale sur une catégorie de gens, sur les hommes, qui se répercutent sur tous les autres. Concernant les femmes, aujourd'hui, il y a déjà des grandes avancées dans ces domaines-là, parce que les femmes ont les mêmes prérogatives que les hommes, elles font les études avancées comme les hommes, elles ont des droits à prévaloir et elles occupent des postes, ainsi de suite. Mais une chose reste, par exemple, par rapport à la situation insécuritaire à l'est du pays, les femmes sont aussi utilisées comme l'arme de guerre. Pour pouvoir décourager les hommes, les déstabiliser, on va aussi vers les femmes, on leur fait du mal, et ainsi de suite, on déstabilise les foyers. Donc c'est ce qui fait que il y a aussi ces injustices-là sur les femmes, et les enfants en subissent les conséquences. Ce que moi je demanderais à toute notre population congolaise, c'est d'exiger
aux gens qui viennent se présenter devant eux leur projet de société. Qu'est-ce que vous prévoyez faire pour nous? Pas aller ramasser des carcasses de voitures pour lancer sur des endroits comme ça, sur des caniveaux. Non, voilà, je vous ai fait un pont, ou distribuer un peu d'IOD ou de quoi. Non, ce n'est pas ça le travail d'un député, surtout à cela. Ils doivent avoir des projets de loi sociaux, ils doivent avoir des projets de loi sociale. Et aussi être capable de contrôler le gouvernement dans son action sociale. Changeons de chapitre pour parler de FPI. Le bâtiment du Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle à Bouiton. Le bureau du président du conseil d'administration est parti en fumée. C'est après un incendie dévastateur qui s'est déclaré dans ces bâtiments le week-end dernier. Images et commentaires. C'est un feu dévastateur qui a consumé les bâtiments centraux abritant le bureau du président du conseil d'administration du FPI sur l'avenue Lukusa dans la commune de Lagombe. Les dégâts sont énormes. Selon les témoignages des agents de sécurité trouvés sur les lieux, c'est aux environs de 14 heures que le feu s'est déclaré dans les bâtiments. Quelques minutes après l'incendie, le feu a été maîtrisé grâce à l'intervention des camions anti-incendie de la MONUSCO, de l'Hôtel des Villes et de la Marsavco, épargnant ainsi les bâtiments annexes. Soucieux du bien-être de son personnel et du patrimoine de l'entreprise, le directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, a fait le déplacement vers le lieu du drame pour faire le constat. On doit avoir perdu des documents parce que les gens travaillaient là-bas. C'est le siège du conseil d'administration. Les gens du conseil d'administration se réunissent, ils gardent leurs documents là-bas. Il est vrai qu'avec l'ampleur de l'incendie, une bonne partie de ces documents est partie. Il convient de signaler que les causes de cet incendie ne sont pas encore connues, mais une enquête est déjà en cours pour en déterminer les raisons. Dans le même registre d'idées, un communiqué de presse parvenu à la rédaction des BC Télévision, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Moudimou Tshisekedi, porte à la connaissance des publics qu'un incendie s'est déclaré le samedi 18 février 2023 aux environs des 14 heures au bâtiment abritant le bureau du conseil d'administration et sur l'avenue Lukusa, numéro 16, dans la commune de Lagombe. Cet incendie n'a pas fait de victimes mais a occasionné d'importants dégâts matériels. À cet effet, le directeur général a présidé une réunion des crises ce lundi 20 février 2023 pour faire le point sur la situation. Le parquet et la police scientifique mènent déjà des enquêtes pour déterminer la cause de l'incendie et établir des responsabilités. En attendant les conclusions de ces enquêtes, le directeur général a mis en place un comité des crises au niveau interne. Ce n'est qu'à l'issue du travail des enquêteurs que le FPI s'est prononcé. Fait à Kinshasa le 20 février 2023. Et à Nuturi, les groupes armés auteurs des crimes commis contre la population civile à Nuturi seront poursuivis par la justice pour répondre de leurs actes mis en garde de la sous-secrétaire générale Luboya Kashamadjoni. Suivez. La sous-secrétaire générale de l'ONU aux droits de l'homme s'est dû préoccuper par de graves violations de droits humains à Nuturi, œuvre de groupes armés pour Mme Brenda Kerry. Le crime commis par ces auteurs ne seront pas impunis. Déclaration faite ce samedi, c'était à l'issue d'un échange avec le gouverneur militaire de Nuturi, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni. La situation sécuritaire dont fait face l'Ituri en ce moment et inclut évidemment pour nous la question la plus grave, c'est les violations très graves
des droits humains qui se sont en train de encore se faire en ce moment. Et puis encore les violations, comme vous le dites, il y a les violations du passé, du récent passé, mais on a l'impression qu'il y a l'impunité. Et donc il faut vraiment rompre ce cycle d'impunité pour pouvoir avancer, pouvoir avoir un avenir, et la redevabilité qu'il faut est absolument nécessaire. Au même moment, elle a encouragé le travail de gens abattus par l'administration militaire dans cette province dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État. Notre présence ici aussi, nous sommes premièrement heureux de pouvoir la voir, parce que c'est vrai que de travailler sur le terrain, c'est le travail le plus important que fait le Haut-Commissaire des droits de l'homme et son bureau. Et puis évidemment l'accompagnement avec tous les... On a parlé avec monsieur le gouverneur qui a aussi le côté militaire de réponse à des situations de ces violences, mais très important, un appui sur le côté de l'approche non militaire. Donc comment avoir ces dialogues qui sont absolument nécessaires, comment approcher pour avoir aussi s'approfondir dans les causes profondes de ces conflits. On a le privilège de pouvoir appuyer aussi pour que ce processus se continue et donc avec un regard vers l'avenir aussi. Après, y inclut la redevabilité, mais aller bien au-delà de ça. Signalons que, lors de son séjour au chef-lieu de l'Ituri, la sous-secrétaire générale de l'ONU aux droits de l'homme prévoit rencontrer les différentes communautés victimes d'atrocités de l'Ituri ainsi que les acteurs de la société civile. Et en sport, diverses infortunes de clubs congolais engagés dans les interclubs de la Confédération des 4 clubs congolais, le seul à avoir obtenu un score paritaire, c'est les derniers clubs Motema Pembe. Les détails dans ces récits de Sami Bosongo. Prestation terne des équipes congolaises qui compétissent dans les interclubs de la CAF, recevant la formation angolaise de Petro Atlético au stade de Massamba Débat de Congo-Brazzaville le samedi 18 février 2023. L'association sportive Vita Club a courbé les chines par 2-1. Les buteurs angolais sont Tigao Azulu à la 32e minute et Anderson Cruz à la 65e minute. Du côté congolais, l'unique buteur est Eric Kabwe à la 82e minute. C'était pour le compte de la phase des groupes en Ligue des champions de la CAF. Face à Young Africans en Coupe de Confédération de la CAF, le tout-puissant Mazembe a perdu dimanche 19 février au stade de Benjamin Mpaka par 3-1. Le club tanzanien a marqué dès la 7e minute par Kennedy Musonda, Yahya à la 11e minute et Rosin Tuisila à la 2e minute du temps additionnel. La réduction du score du tout-puissant Mazembe est intervenue à la 2e période sur coup franc par Alex Ngonga. Mais il faut signaler qu'avant son voyage, le tout-puissant Mazembe a été perturbé et diminué vu que l'avion qu'il a affrété n'a pas été autorisé à atterrir à l'aéroport de la Luano à Lubumbashi. Dans la même compétition, à la même date, le football club Lupopo, qui recevait Marumo Gallant au stade de Lévi Mwanawasa, s'est incliné par 1-2. Mpo Welase a marqué à la 24e minute et Ranga Shivarivo à la 42e minute pour le club sud-africain. La domination en 2e période de football club Lupopo lui a permis de réduire les scores à la 82e minute par Katou Kabango. Le seul club congolais à obtenir un bon résultat, c'est le dernier club Motema Pembe qui a reçu les Diables Noirs au stade du 11 novembre de Luanda en Angola. Les deux équipes se sont neutralisées par un nul vierge. Et en dehors de nos frontières, la Russie lève les tons face à Israël, que même si la Syrie est sous les chocs du séisme, a osé bombarder sa capitale dans la nuit du 18 au 19 février courant, causant la mort de 15 personnes, parmi lesquelles des femmes et des enfants. Sami Bosongo. Conséquence des bombardements répétés des Israéliens sur la capitale syrienne dans la nuit du 18 au 19 février 2023 qui ont entraîné la mort d'au moins 15 personnes, dont des enfants et des femmes, sur des immeubles résidentiels, la Russie a prévenu Israël de lourdes conséquences s'il continue à bombarder la Syrie comme bon lui semble.
La Russie a rendu public cet avertissement par la porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova. En effet, a déclaré cet officiel russe le 19 février, « Nous condamnons fermement les actions militaires menées par Israël qui constituent une violation flagrante du droit international. Nous exhortons la partie israélienne à mettre fin aux provocations armées contre la Syrie et à éviter des mesures lourdes et des conséquences dangereuses pour toute la région, a prévenu la diplomate russe. » Cette dernière a encore expliqué, nous citons, « Pour nous, il est tout à fait inacceptable de poursuivre cette pratique perverse, surtout à un moment où de nombreux pays, dont la Russie, apportent une assistance active à la Syrie dans le traitement des effets du séisme dévastateur en y envoyant des secouristes, des médecins et de l'aide humanitaire. » Fin de citation. Notez du reste, à l'heure qu'il est, que pas un seul pays occidental n'a levé les doigts pour condamner cette nouvelle attaque de l'État hébreu. Selon les observateurs, la Russie, qui entretient des relations présentées comme ambiguës entre la Syrie et Israël, ne pouvant plus se voiler la face devant la barbarie flagrante d'Israël contre son allié, a là, pour la première fois, mis en garde de l'État hébreu. C'est par cette information internationale que nous bouclons ce journal, mais avant tout les rappels des principaux titres. Il s'est conclu dimanche 19 février 2023 à Addis Abeba, en Éthiopie, le 36e sommet de l'Union africaine qui a réuni les dirigeants africains dans l'objectif d'accélérer la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. À l'occasion du 17e anniversaire de la Constitution congolaise, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a animé une conférence le week-end dernier à l'université de Kinshasa. Déclarée depuis le 26 novembre 2007 par l'Assemblée générale, la Journée mondiale de la justice sociale est célébrée le 20 février de chaque année en vue de l'élimination de la pauvreté et du chômage, du renforcement de la justice et de la démocratie. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.